8 ans de mensonges. 8 ans pendant lesquels j'ai cru que ma fille Juliette était paralysée, condamnée, incapable de parler ou de bouger. Chaque matin, je massais son corps immobile et payais des sommes exorbitantes pour ses soins. Jusqu'à ce que l'hôpital de la Petite Salpêtrière rende son verdict glacial: appelez la police. C'est la plus grande fraude médicale de toute ma carrière. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et indiquez dans les commentaires quelle heure il est actuellement dans votre région. Je m'appelle Jean-Pierre Dufour, j'ai 65 ans. Après 38 années comme médecin neurologue à Paris, j'ai vendu mon cabinet en 2017. Depuis, ma vie se résume à une routine que je connais par cœur. 6h30. Le réveil sonne dans ma chambre de l'appartement rue de Varennes. Je me lève, enfile ma robe de chambre et me dirige vers la pièce qui était autrefois mon bureau. Maintenant, c'est une chambre médicalisée. Juliette est allongée dans son lit médicalisé, immobile. Ma fille, 33 ans, paralysée depuis 8 ans. Je commence par vérifier ses constantes. Tension artérielle, température, puis les exercices passifs pour éviter l'atrophie musculaire. Je masse ses jambes, ses bras. Chaque geste est devenu mécanique, une chorégraphie macabre que je répète depuis 2900 matins. L'infirmière arrive à 8 heures, Madame Rousseau, professionnelle et discrète. Ensemble, nous préparons la nutrition entérale. Le liquide s'écoule lentement dans la sonde gastrique. Juliette garde les yeux fermés. Elle ne parle plus depuis 2017. Ne bouge plus. Un corps inerte dans un lit qui m'a coûté 7200 €. Vers 10 heures, j'entends des voix dans le salon. Mon fils Romain et sa femme Sandrine. Ils vivent ici depuis que Juliette est tombée malade. Pour m'aider, disent-ils. Je ne les ai pas vus changer une alaise ou préparer un repas pour leur sœur depuis au moins 6 mois. Je termine les soins et rejoins le salon. Sandrine est installée sur mon canapé Chesterfield, celui que j'ai acheté il y a 20 ans. Elle feuillette un magazine de mode. Romain tape sur son ordinateur, sans doute des tableaux Excel pour ses clients fortunés. Conseiller financier, il gagne bien sa vie, mais ça n'empêche pas les demandes incessantes. Papa, il faut qu'on parle, lance Sandrine sans lever les yeux. Ah, cette phrase, je l'ai entendue 100 fois ces dernières années. À chaque fois, elle précède une demande d'argent. J'attends. Le docteur Mercier a parlé d'une clinique en Allemagne. Ils font des recherches sur les maladies neurologiques rares. Il paraît qu'ils ont obtenu des résultats encourageants. Je m'assieds lentement dans mon fauteuil. Docteur Mercier, ce généraliste qui suit Juliette depuis le début. Un homme que je ne connais pas personnellement, recommandé par Romain quand ma fille est tombée malade. Quel genre de traitement? Je demande, même si je connais déjà la réponse. Expérimental. Thérapie cellulaire combinée à de la stimulation magnétique transcrânienne. 25 000 € pour un cycle de 3 mois. 25 000 €. Je calcule mentalement. Depuis 2017, j'ai vendu mon cabinet pour 487 000 €. Une pratique que j'avais construite pendant presque 40 ans. Tout est parti. Équipement médical, infirmières à domicile, médicaments, consultations avec des spécialistes du monde entier. 380 000 € envolés. J'ai déjà consulté 15 neurologues, je dis calmement. Personne n'a pu identifier précisément la maladie de Juliette. Tu me demandes de dépenser 25 000 € sur la base d'espoir? Sandrine relève enfin la tête. Ses yeux brillent d'une indignation parfaitement jouée. Désespoir? C'est ta fille, Jean-Pierre, notre sœur. Tu veux qu'elle reste comme ça toute sa vie? Romain intervient, la voix mesurée. Toujours le médiateur. Papa, je comprends ta prudence. Mais pense à Juliette. Si on ne tente rien, on le regrettera toujours. 25 000 €, c'est beaucoup, mais c'est un investissement dans sa guérison. Un investissement. Il parle de sa sœur comme d'un portefeuille d'actions. Je les observe tous les deux, Sandrine dans sa robe Chanel que je n'avais jamais vue avant la semaine dernière. Romain avec sa montre Rolex qui a miraculeusement remplacé sa vieille Tissot il y a 2 mois. Quelque chose remue dans mon ventre, une intuition. Après 3 décennies à examiner des patients, j'ai développé un instinct. Et là, quelque chose ne colle pas.
Je vais réfléchir, je réponds. Mais d'abord, je veux un deuxième avis, un vrai. Je vais prendre rendez-vous à la Pitié-Salpêtrière. Ils ont le meilleur service de neurologie d'Europe. Le silence qui suit dure 3 secondes. 3 secondes pendant lesquelles je vois Romain et Sandrine échanger un regard. Rapide, presque imperceptible. Mais je l'ai vu. Tu ne fais pas confiance au docteur Mercier ? Demande Romain. Et il y a quelque chose de tendu dans sa voix. Je fais confiance à la science. Et la science, c'est plusieurs avis concordants, pas une seule recommandation. Sandrine se lève brusquement. Fais comme tu veux. Mais ne viens pas pleurer si Juliette rate sa chance de guérison. Elle sort de la pièce. Romain me regarde, secoue la tête avec un soupir théâtral, et la suit. Je reste seul dans le salon. Mon appartement de 150 mètres carrés dans le 7e arrondissement me semble soudain étranger. Comme si des inconnus y avaient emménagé sans demander la permission. Ce qui est exactement ce qui s'est passé il y a 8 ans. Je repense à 2017. Juliette avait 25 ans. Elle travaillait dans la communication, vivait sa vie. Un soir de mars, Romain m'a appelé, paniqué. Juliette avait eu des convulsions, perdu connaissance. Urgence, scanner, IRM. Les médecins parlaient d'une maladie neurologique rare, peut-être génétique. En quelques semaines, elle s'est retrouvée paralysée, incapable de parler, de bouger. Romain et Sandrine ont proposé de s'installer chez moi. Pour m'aider avec Juliette, j'ai dit oui. Comment aurais-je pu refuser? C'est ma fille. Le lendemain, je téléphone à la Pitié-Salpêtrière. Le secrétariat me donne un rendez-vous pour la semaine suivante avec le professeur Renard, chef du service de neurologie. Un homme réputé que je connais de nom, mais que je n'ai jamais rencontré personnellement. Quand j'annonce à Romain que le rendez-vous est pris, son sourire se fige une fraction de seconde. « Excellent, papa. Je suis sûr que le professeur confirmera ce que le docteur Mercier a dit. » Peut-être, ou peut-être pas. Mais je vais le découvrir. Le service de neurologie de la Pitié-Salpêtrière occupe le 3e étage du bâtiment principal. Les couloirs sentent le désinfectant et cette odeur particulière des hôpitaux, mélange de café froid et d'angoisse contenue. Je pousse le fauteuil roulant de Juliette vers le cabinet du professeur Renard. Derrière moi, Sandrine marche en silence. Romain a trouvé une excuse de dernière minute. Réunion importante avec un client. Le professeur Renard a la cinquantaine, cheveux gris coupés courts, regard acéré derrière des lunettes à monture métallique. Il me serre la main avec fermeté. « Monsieur Dufour, j'ai lu le dossier médical que vous m'avez envoyé. C'est inhabituel. Inhabituel. Le mot me frappe. Pas classique ou typique. Inhabituel. Pouvez-vous me décrire exactement ce qui s'est passé en 2017 ?» demande-t-il. Je raconte. Les convulsions, la perte de conscience, la paralysie progressive, les diagnostics contradictoires, la longue descente vers l'état actuel. Le professeur écoute sans m'interrompre. Puis, il se tourne vers Juliette. « Mademoiselle Dufour, je vais procéder à un examen complet. Cela peut prendre du temps. » Il commence par les réflexes. Marteau sur les genoux, les coudes. Teste la sensibilité avec une petite aiguille. Observe les pupilles avec une lampe. Je le regarde travailler avec l'attention que seul un collègue peut avoir. Méthodique, précis. Et c'est là que je le vois. Un détail infime. Quand le professeur approche la lampe de l'œil gauche de Juliette, elle cligne. Trop vite, trop précis. Ce n'est pas un réflexe involontaire, c'est une réaction consciente. Mon cœur s'accélère. Je regarde Juliette. Vraiment. Pour la première fois depuis des mois, je l'observe comme un médecin, pas comme un père. Les muscles de son cou, légèrement tendus. Pas l'atrophie qu'on devrait voir après 8 ans d'immobilité complète. Ses mains. Les doigts ne sont pas recroquevillés dans la position caractéristique de la spasticité chronique. Sa respiration. Trop régulière. Trop contrôlée. Le professeur Renard continue son examen. Il teste la réponse à la douleur. Pince légèrement la peau du bras. Les paupières de Juliette frémissent, imperceptiblement, mais elles frémissent. Il se redresse, retire ses gants. Son visage est devenu de pierre. « Monsieur Dufour, veuillez m'attendre dans le couloir avec votre belle-fille. J'ai besoin de faire des examens complémentaires avec mademoiselle Dufour, seule. »
Sa voix ne souffre aucune discussion. Sandrine commence à protester. Mais Maintenant, coupe le professeur. Nous sortons. Dans le couloir, Sandrine fait les 100 pas. Elle consulte son téléphone, envoie des messages. Je devine à qui. 20 minutes plus tard, la porte s'ouvre. Le professeur Renard apparaît, accompagné de 2 agents de sécurité. Mon sang se glace. Monsieur Dufour, je dois appeler la police. C'est la plus grande fraude médicale de ma carrière. Le monde bascule. Les mots résonnent dans ma tête comme un marteau sur une enclume. Fraude. Médicale. Quoi, mais? Votre fille n'est pas malade. Elle simule. Parfaitement. Mais elle simule. Sandrine devient blanche. Elle recule d'un pas. Les 15 minutes suivantes se déroulent dans un brouillard. La police arrive. Capitaine Martine Laurent, brigade des fraudes. Une femme d'une 40aine d'années. Cheveux attachés, regard qui ne rate rien. Juliette, enfermée dans le cabinet avec le professeur et 2 policiers, craque. J'entends ses sanglots à travers la porte. Puis sa voix que je n'ai pas entendue depuis 8 ans. C'était l'idée de Romain. Je vous en supplie, je ne voulais pas. Il m'a dit que papa avait tellement d'argent qu'il ne remarquerait même pas. 3 000 € par mois pour jouer la comédie, c'est tout ce que je demandais. Je m'effondre sur une chaise dans le couloir. 3 000 € par mois, 8 ans, 288 000 €, pour jouer la comédie. La capitaine Laurent me fait asseoir dans une salle d'interrogatoire, me pose des questions. Combien j'ai dépensé? Sur quel compte? Qui prescrivait les traitements? Je réponds mécaniquement. Mon cerveau refuse de comprendre. 3 heures plus tard, je rentre chez moi, seul. Sandrine a été emmenée au commissariat pour interrogatoire. Juliette aussi. L'appartement est silencieux. Je pousse la porte du salon et je m'arrête net. Romain et Sandrine. Non, Romain. Sandrine est au commissariat. Romain seul, affalé sur mon canapé, un verre de Montchâteau Margaux, 1995 à la main. Ma bouteille à 350 €. Il rit au téléphone. Ouais, les Maldives en février. On a bien mérité des vacances, non? Le vieux ne se doute de rien. Encore 25 000 pour la clinique allemande et on sera tranquille pour 6 mois. Il me voit. Son sourire se fige. Le téléphone glisse de sa main. Papa, tu es rentré tôt. Je le regarde. Vraiment. Mon fils Romain, 38 ans, diplômé de HEC, marié à Sandrine depuis 10 ans. Celui en qui j'avais une confiance absolue. Celui qui, depuis 8 ans, vit dans mon appartement, conduit une Mercedes qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir, porte des costumes sur mesure, dîne dans des restaurants étoilés. Avec mon argent. L'argent volé à un père qui croyait sauver sa fille? Où est Sandrine? Demande-t-il, et sa voix tremble légèrement. Au commissariat, avec ta sœur, celle qui n'est pas paralysée, celle qui m'a menti pendant 2900 jours. Il se lève d'un bond. Son verre tombe sur le tapis perçant. Le vin rouge se répand comme du sang. Je peux expliquer? Non, je dis. Ma voix est calme, trop calme. Tu ne peux pas, parce qu'il n'y a aucune explication acceptable pour ce que vous avez fait. Aucune. Mon téléphone sonne. La capitaine Laurent. Monsieur Dufour, vous pouvez venir au commissariat? Nous avons besoin de votre déposition complète. Et votre fils? Il serait prudent qu'il vienne aussi. Nous avons des questions à lui poser. Je raccroche. Regarde Romain. La police te demande. Je te conseille d'appeler un avocat. Un bon. Il ouvre la bouche, la referme, devient livide. Et moi, pour la première fois depuis 8 ans, je ressens quelque chose d'autre que de la compassion ou de la fatigue. Une rage froide, glaciale, méthodique. Mon fils, ma fille, ma belle-fille, 380 000 €, 8 années de ma vie, transformées en mensonges. Ils vont le regretter, pas par violence, pas par vengeance primitive. Non, par la loi, par la justice française qui protège les pères autant qu'elle protège les enfants. Je décroche mon téléphone et compose un numéro, Maître Bernard Lefebvre, mon avocat depuis 25 ans. Bernard, c'est Jean-Pierre, j'ai besoin de te voir. Demain matin, c'est urgent, très urgent. Le jeu vient de changer, et cette fois, ce sont eux qui vont payer. Le lendemain matin, à 7 heures précises, 3 coups résonnent à la porte. Romain ouvre, encore en pyjama.
La capitaine Martine Laurent se tient sur le seuil, accompagnée de 2 agents en uniforme. « Monsieur Romain Dufour, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, faux et usage de faux, et complicité d'exercice illégal de la médecine. » Je suis assis dans mon fauteuil du salon, une tasse de café à la main. J'assiste à la scène avec le détachement d'un spectateur de théâtre. Romain devient livide. « Quoi? Mais c'est ridicule! Papa, dis-leur !» Je bois une gorgée de café. Un excellent arabica que j'avais oublié d'apprécier depuis 8 ans. Je leur ai déjà tout dit, Romain. Hier, au commissariat, pendant 3 heures. Sandrine surgit de la chambre, cheveux défaits, visage froissé. Qu'est-ce qui se passe? Madame Sandrine Dufour, veuillez nous suivre également. La panique qui s'empare d'eux est, comment dire, délicieuse. Sandrine commence à crier que c'est une erreur, que son avocat va les entendre. Romain, plus calculateur, reste silencieux. Mais ses mains tremblent quand il enfile sa veste. Au moment où les agents les emmènent, Sandrine se tourne vers Romain. « C'est ta faute! Je t'avais dit qu'il finirait par se douter de quelque chose. Mais non, monsieur voulait encore 25 000 €. Ta gueule, Sandrine, tu étais bien contente de dépenser l'argent. » « Mes enfants, je murmure en les regardant partir. Le terme me brûle la bouche. Ces deux-là ne sont plus mes enfants. Ce sont des étrangers qui ont squatté ma vie pendant 8 ans. 3 heures plus tard, je suis au commissariat du 7e arrondissement. La capitaine Laurent me reçoit dans son bureau. Une pièce fonctionnelle, mur blanc, armoire métallique, photo de famille sur le coin du bureau. Elle a l'air fatiguée mais déterminée. « Monsieur Dufour, nous avons reconstitué le schéma, c'est impressionnant dans son cynisme. » Elle étale des documents devant moi. Relevés bancaires, factures, certificats médicaux. Votre fils Romain a pris contact avec un certain docteur Mercier en 2016, un médecin radié de l'ordre pour faute professionnelle. Il établissait de fausses attestations moyennant rémunération, 2 000 € par certificat. Je regarde les papiers. Diagnostic de maladies neurodégénératives rares, prescription d'équipements inexistants, recommandations pour des traitements fantaisistes. Les factures d'équipement médical, je demande. Fausses, créées par Romain lui-même. Les virements allaient sur un compte qu'il contrôlait. L'argent servait à financer leur train de vie. Restaurants, voyages, vêtements de luxe. Elle me montre des relevés. Le George V, le Meurice, des vols en business class pour les Maldives, Dubaï, New York, des factures de Dior, Hermès, Cartier. 380 000 € en 8 ans, elle précise. Sans compter ce que Juliette recevait. 3 000 € par mois, cash, 288 000 € supplémentaires. Je calcule rapidement. 668 000 € au total. Plus que ma pratique. Tout mon héritage familial, liquidé. Juliette coopère, ajoute la capitaine. Elle nous a tout raconté. Comment Romain l'a convaincue en 2017. Il lui a dit que vous étiez riche, que vous ne verriez pas la différence, qu'après votre mort, elle aurait droit à la succession de toute façon. Charmant, je murmure. Elle affirme qu'elle voulait arrêter plusieurs fois, mais Romain la menaçait. Si elle parlait, il dirait que c'était son idée à elle. Je hoche la tête. Juliette, ma petite fille, faible, influençable, mais complice quand même. Quelle est la suite? Je demande. Contrôle judiciaire pour Romain et Sandrine. Ils doivent pointer au commissariat 2 fois par semaine. Interdiction de quitter le territoire. Le procès aura lieu dans plusieurs mois. La justice française prend son temps. Ils ont déjà un avocat. Maître Durand, cabinet du 8e arrondissement. Spécialiste en droit pénal des affaires. Très cher, bien sûr. Avec mon argent, ils peuvent se payer le meilleur. En sortant du commissariat, je reste un moment sur le trottoir. Paris en septembre, la rentrée, les gens pressés, le métro bondé, la vie normale. Une vie que j'ai perdue il y a 8 ans. Je prends mon téléphone et appelle Maître Bernard Lefebvre. « Jean-Pierre, j'attendais ton coup de fil. J'ai besoin de te voir. Aujourd'hui, si possible. » 15 heures, mon cabinet. Boulevard Saint-Germain. L'étude de Bernard occupe le premier étage d'un immeuble haussmannien. Boiserie sombre, bibliothèque juridique du sol au plafond,
bureau en acajou massif. Bernard a 60 ans, cheveux argentés, costume 3 pièces impeccable. Nous nous connaissons depuis 25 ans. Il a géré mon divorce, la vente de mon cabinet, mes investissements. « Assieds-toi », dit-il en me servant un cognac sans me demander mon avis. Je lui raconte tout. Il m'écoute sans m'interroger, prenant des notes sur un bloc-notes. 668 000 €, répète-t-il quand j'ai fini. Plus les intérêts, les dommages moraux, on peut plaider 1 million facilement. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, Bernard. Enfin, pas seulement. Je veux qu'il paie, vraiment. Il me regarde par-dessus ses lunettes. La loi française te protège, Jean-Pierre. Au pénal, c'est l'affaire du procureur. Mais au civil, tu peux les ruiner. Et pour la succession, je veux les déshériter. Impossible, la réserve héréditaire, je sais. 3 enfants, 3/4 de la succession leur revient de droit. Mais le quart disponible, je peux en faire ce que je veux, non? Absolument. Et il existe des mécanismes. On peut minimiser ce qu'ils recevront. Donation de ton vivant, constitution d'une SCI pour ton appartement, il y a des moyens. Il ouvre un dossier, sort des formulaires. On va attaquer sur 2 fronts. Le civil, action en réparation, 1 million €. Le successoral, on réduit au minimum légal ce qu'ils peuvent toucher. Combien de temps? Le procès pénal, 6 mois minimum, 1 an probablement. Mais on peut commencer à préparer le terrain dès maintenant. Je me lève, regarde par la fenêtre. Le boulevard Saint-Germain grouille de vie. Terrasses de café, boutiques, passants affairés. Fais-le, Bernard. Je veux qu'ils comprennent que la compassion d'un père a des limites, et qu'ils viennent de franchir ces limites depuis longtemps. 1 semaine s'est écoulée depuis l'arrestation. Romain et Sandrine sont rentrés à l'appartement le soir même, libérés sous contrôle judiciaire. Ils m'évitent, restent enfermés dans leur chambre, sortent quand je ne suis pas là. Je les observe comme un entomologiste observe des insectes. Fascinant, vraiment. Leur arrogance s'est transformée en prudence calculée. Sandrine ne porte plus ses robes de créateur. Romain a rangé sa Rolex. Le 3e jour, je trouve une enveloppe sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une lettre de Maître Durand, leur avocat. Il m'informe que ses clients contestent les accusations. Selon eux, Juliette souffrait de troubles psychologiques que j'aurais négligés. Ils ont simplement essayé d'aider. Les dépenses étaient nécessaires pour son bien-être. Je relis la lettre 3 fois. Puis j'éclate de rire. Un rire froid, sans joie. Ils vont jouer cette carte. La victime incomprise. Le père négligent. Fascinant. Le lendemain, je reçois un appel de la capitaine Laurent. « Monsieur Dufour, nous avons du nouveau. Le Parisien a eu vent de l'affaire. Ils veulent publier. Et ils ne peuvent pas donner de nom avant le procès. Mais l'histoire est trop belle. Fraude médicale dans une famille parisienne du 7e arrondissement. Ça fera du bruit. Parfait. Que leurs amis du cercle financier lisent. Que les clients de Romain se posent des questions. 2 jours plus tard, l'article paraît. Première page de la rubrique Faits divers. Évidemment, aucun nom n'est mentionné. Mais dans notre immeuble, sur la rue de Varennes, tout le monde sait. Les regards dans l'ascenseur. Les conversations qui s'arrêtent quand Romain passe. Je prends rendez-vous avec Maître Dubois, mon notaire. Son étude se trouve place du Palais Bourbon, à 10 minutes à pied. Un homme méticuleux de 65 ans, costume gris anthracite, cravate discrète. Il me reçoit dans son bureau lambrissé. « Monsieur Dufour, j'ai lu l'article. Mes condoléances pour cette épreuve. »« Merci, maître. J'ai besoin de votre aide pour ma succession. » Nous passons 2 heures à éplucher mes finances. Appartement rue de Varennes, estimé à 1 200 000 €. Compte bancaire, 240 000 €. Portefeuille d'actions, 160 000 €. Collection de livres médicaux anciens, 80 000 €. 1 680 000 €, calcule-t-il. Avec 3 enfants, la réserve héréditaire est de 3/4, soit 1 260 000 €. Le quart disponible fait 420 000 €. Ces 420 des 1000, je peux les donner à qui je veux. Absolument, même de votre vivant par donation. Parfait,
Je veux créer une fondation pour la recherche neurologique, en mémoire de ce que j'ai cru être la maladie de ma fille. Il note soigneusement. Excellent. Et pour l'appartement? Vous m'avez parlé de SCI la dernière fois. Société civile immobilière. Vous créez une structure. Vous en êtes le gérant unique. Vous pouvez ensuite donner des parts. Mais tant que vous êtes gérant, vous contrôlez tout. Même si je donne des parts à mes enfants dans le cadre de la réserve héréditaire? Exactement. Ils auront la propriété sur papier, mais vous gardez l'usufruit et la gestion. Ils ne peuvent ni vendre, ni habiter, ni louer sans votre accord. Une vengeance froide, juridique, parfaitement légale. Faites-le. Le notaire rédige les actes. Testament authentique. Création de la SCI. Donation de la quotité disponible à la fondation. En sortant de chez le notaire, je m'arrête dans un café. Commande un express. Sors mon téléphone et consulte mes comptes bancaires. Là, je vois quelque chose qui me glace le sang. Un virement de 45 000 €, effectué il y a 3 mois, vers un compte que je ne reconnais pas. Je rappelle immédiatement le notaire. Maître, j'ai un problème. Il me faut accès à tous mes relevés bancaires. Tous. Depuis 8 ans. 3 jours de travail minutieux. Le notaire, mon banquier et moi. Nous trouvons 13 virements suspects. Total, 45 000 €. Tous effectués depuis un compte sur lequel Romain avait obtenu une procuration en 2018. Pour m'aider avec les paiements médicaux, avait-il dit. Je demande les justificatifs. Le banquier me les fournit. La procuration porte ma signature. Sauf que ce n'est pas ma signature. C'est une excellente imitation, mais ce n'est pas la mienne. Le jambage du dé dans du four est trop court. Une différence infime que seul un expert graphologue ou un médecin habitué à signer des dizaines de fois par jour remarquerait. Faux et usage de faux, murmure Maître Dubois. En plus du reste. J'appelle la capitaine Laurent. Elle envoie un expert. L'expertise prend 5 jours. Conclusion. Signature contrefaite avec probabilité de 95%. Le dossier d'accusation de Romain vient de s'alourdir considérablement. Le soir, dans mon appartement devenu prison dorée pour nous tous, je réfléchis. Romain et Sandrine sont dans leur chambre. J'entends leur voix étouffée. Ils se disputent encore. Je sors ma collection de livres médicaux. Des éditions rares du XVIIIe et XIXe siècle. Traités de neurologie, anatomie, chirurgie. Je les avais négligés pendant 8 ans, trop occupé à m'occuper d'une fille qui n'était pas malade. Je caresse la reliure en cuir d'un traité de 1784 sur les affections nerveuses, acheté aux enchères pour 12 000 € il y a 15 ans. Une partie de mon héritage intellectuel. Tout ça, il voulait me le voler. Pas seulement l'argent, mon temps. Ma dignité, ma passion, mon téléphone vibre, un SMS de Bernard. J'ai une idée pour accélérer la procédure civile. Appelle-moi demain. Je souris, un sourire sans chaleur. La loi française est complexe, méticuleuse, parfois frustrante, mais elle protège aussi. Elle protège les pères trompés. Elle offre des outils à ceux qui savent les utiliser. Et moi, après 38 ans à diagnostiquer des pathologies complexes, à démêler des symptômes contradictoires, à chercher la vérité sous les apparences, je sais parfaitement utiliser des outils. Romain et Sandrine pensent que c'est fini, qu'ils vont négocier, plaider, s'en sortir avec une tape sur les doigts et une petite amende. Ils se trompent, c'est à peine commencé. 2 semaines s'écoulent. Romain et Sandrine vivent toujours dans mon appartement, mais l'atmosphère est devenue glaciale. Nous nous croisons dans les couloirs comme des étrangers dans un hôtel. Un mardi matin, je reçois l'huissier de justice, Maître Girard, la cinquantaine, costume sombre, mallette en cuir. Il se présente poliment et me tend les documents que j'ai fait préparer. Monsieur Dufour, tout est en ordre. Je peux procéder à la signification? Faites, maître. Il sonne à la chambre de Romain et Sandrine. Romain ouvre, mal réveillé. Monsieur Romain Dufour? Oui? Huissier de justice, je vous remets en main propre notification de résiliation de votre occupation gratuite des lieux. Vous disposez d'un délai de 3 mois pour quitter l'appartement. Romain prend les papiers, les yeux encore gonflés de sommeil. Puis, il comprend.
Son regard devient acéré. 3 mois. Tu plaisantes, papa? Je suis assis dans mon fauteuil, tasse de café à la main. Le droit français est très clair. Occupation gratuite, sans bail écrit. Préavis de 3 mois. Maître Girard te confirmera. L'huissier hoche la tête. C'est exact, le délai court à compter de la signification, soit jusqu'au 15 décembre. Sandrine apparaît derrière Romain en peignoir. 3 mois, mais on va où nous? Je hausse les épaules. Ce n'est pas mon problème, vous avez 3 mois pour trouver. Romain ricane, un rire sans joie. 3 mois, d'accord, on a le temps de voir venir. Il pense que c'est tout. Il se trompe. Le surlendemain, la capitaine Laurent m'appelle. Monsieur Dufour, bonne nouvelle. Nous avons retrouvé le docteur Mercier. Il a accepté de coopérer en échange d'un aménagement de peine. Il avoue tout, les faux certificats, les prescriptions bidons. Il nous a même donné les détails financiers. Romain lui versait 2000 € par certificat. Sur 8 ans, ça fait... Attendez, 24 000 € pour Mercier lui-même. Et les relevés bancaires? Édifiant. Restaurant le Jules Verne, l'Ambroisie, le 5. Voyage aux Maldives, à Dubaï, aux Seychelles. Boutique Hermès, Dior, Cartier. Ils ont vraiment tout dépensé, votre argent. Elle fait une pause. Il y a autre chose. Votre fils commence à avoir des problèmes professionnels. Son employeur a eu vent de l'affaire. Conseiller financier accusé d'escroquerie, ça fait désordre. Ils vont le licencier. Pas encore. Mais la pression monte, et dans le milieu de la finance parisienne, les rumeurs vont vite. Je souris. La réputation. En France, c'est tout. Le lendemain, je reçois un appel d'un ancien collègue. Docteur Philippe Arnaud, neurologue à Lariboisière. Jean-Pierre, j'ai lu l'article dans Le Parisien. C'est ton fils? C'est mon fils, Philippe. Je suis désolé, vraiment. Écoute, le quotidien du médecin m'a contacté. Ils veulent faire un papier sur l'éthique médicale et les fraudes aux soins. Ils cherchent un témoignage. Je leur ai parlé de toi. Un témoignage anonyme? Oui, sans nom. Mais ton expertise en neurologie, ton expérience, ça aurait du poids. Je réfléchis. Un article dans le quotidien du médecin. Tous les médecins de France le lisent, tous les professionnels de santé, et par ricochet, leurs patients fortunés. Les clients de Romain. J'accepte. L'interview a lieu 3 jours plus tard. Je parle de déontologie, de confiance trahie, de l'importance de la vérification médicale. Sans nommer personne. Mais le contexte est clair. L'article paraît la semaine suivante. 3 pages. Avec des citations de moi, d'autres neurologues, de juristes spécialisés en droit médical. Un encadré sur comment repérer une fraude médicale. Le soir de la publication, mon téléphone explose. Anciens collègues, confrères, même des patients d'il y a 20 ans. Tous me soutiennent. Quelle horreur, Jean-Pierre! Comment ont-ils osé? La profession est derrière toi. Cette solidarité me réchauffe. Je l'avais oubliée, cette fraternité médicale. Mais il y a autre chose. Des messages plus subtils. De personnes que je ne connais pas directement. Directeurs de banques privées. Gestionnaires de patrimoine. Tous gravitent dans le même monde que Romain. Monsieur Dufour, j'ai lu l'article. Toute ma sympathie, si je peux faire quoi que ce soit. Le réseau parisien fonctionne comme ça. Discret, efficace, impitoyable. 3 jours après la parution, Romain rentre le soir, le visage défait. Un problème? Je demande innocemment depuis mon fauteuil. Il me fusille du regard. Tu le sais très bien, 2 clients m'ont lâché aujourd'hui. Ils ont demandé à changer de conseiller. Comme c'est regrettable? C'est à cause de ton article, non? Mon article? Je n'ai fait que parler d'éthique médicale. Tu te sens concerné? Il serre les poings. Mais il ne dit rien. Que pourrait-il dire? Sandrine perd également des contrats. Elle travaille dans le marketing pour une marque de luxe. Mais dans le luxe, l'image est tout. Et une responsable marketing accusée d'escroquerie, même si c'est familial, s'attache. Elle démissionne d'un commun accord avec son employeur. Un joli euphémisme pour « on ne veut plus de toi ». Je les observe. Leur certitude s'effrite, leur arrogance se fissure. Ils commencent à comprendre que l'argent n'est pas tout. La réputation, le réseau, la confiance.
Tout ça se gagne en années et se perd en jours. 1 mois s'est écoulé depuis l'arrestation. Le procès approche. Le juge d'instruction a fixé la première audience pour début décembre. Maître Bernard me convoque dans son cabinet. Jean-Pierre, j'ai préparé notre stratégie pour l'audience civile. Action en réparation. On réclame 668 000 € de détournement de fonds, plus 45 000 de la procuration frauduleuse, plus 100 000 de préjudice moral. Total, 813 000 €. Ils ne pourront jamais payer. Peu importe, on obtient un jugement, et ensuite, on saisit tout ce qu'on peut. Compte bancaire, biens, salaire futur. Ils paieront toute leur vie s'il le faut. Il me tend un autre dossier. Et puis il y a ça. Les actes notariés sont prêts. SCI constitué, testament authentique rédigé, donation-partage à la Fondation neurologique. Je parcours les documents. Tout est là. Noir sur blanc. Scellé par le notaire. « Quand veux-tu leur annoncer ?» demande Bernard. « Après l'audience. Je veux qu'ils voient d'abord ce qui les attend au pénal. Ensuite, on leur montrera ce qui les attend au civil. Et enfin, au successoral. » Bernard sourit, un sourire de requin. « Tu sais que tu deviens impitoyable, Jean-Pierre ? » ?»« Non, juste. Il y a une différence. » Début décembre. L'hiver s'installe sur Paris. Les premiers froids, les vitrines de Noël, les guirlandes sur les Champs-Élysées. Une période qui devrait être joyeuse. Pour moi, c'est l'heure des comptes. Le palais de justice du 7e arrondissement, boulevard Raspail. J'arrive à 9 heures précises. Maître Bernard m'attend sur les marches. Prêt ? Absolument. La salle d'audience est austère. Boiserie sombre, drapeau français, portrait de la République. Le juge, la quarantaine, regard sévère derrière ses lunettes, s'installe. La procureure, Madame Delorme, une femme redoutable que je ne connais que de réputation, ouvre son dossier. Romain, Sandrine et Juliette sont assis au banc des prévenus. Juliette pleure déjà. Sandrine est livide. Romain garde un masque de contrôle, mais je vois sa mâchoire crispée. Leur avocat, Maître Durand, costume italien impeccable, commence par plaider la clémence. Conflit familial, malentendu qui a dégénéré, volonté de bien faire. La procureure se lève, son regard est glacial. Conflit familial ? Madame la Présidente, nous parlons de 8 ans de fraude organisée, 668 000 € détournés, faux certificats médicaux, complicité avec un médecin radié. Monsieur Dufour a falsifié la signature de son père pour obtenir une procuration bancaire. Elle étale des photos sur le bureau. Factures de restaurant, billets d'avion, reçus de boutiques de luxe. Pendant que leur père, leur sœur, s'occupaient d'une fille qu'ils croyaient mourante. Eux menaient grand train, Maldives, Dubaï, Hermès, Cartier, avec son argent. Maître Durand tente de contre-attaquer. Ma cliente Juliette a coopéré, elle mérite une réduction de peine pour sa coopération, en effet. Pas une excuse. Elle a menti pendant 2900 jours à son propre père. Le juge demande à Romain de s'exprimer. Il se lève. Essaie de paraître contrit. Monsieur le Président, je regrette profondément. Je n'aurais jamais dû... Combien ? Je demande depuis mon siège. Le juge me regarde. Monsieur Dufour, combien d'argent avez-vous caché en Suisse et au Luxembourg, Romain ? Le visage de mon fils passe du rose au blanc crayeux. Sa bouche s'ouvre, se referme. Il ressemble à un poisson hors de l'eau. La procureure sourit. Justement, nos enquêteurs ont découvert 2 comptes offshore. Un en Suisse, crédit de 85 000 €. Un au Luxembourg, 195 000 €. Soit 280 000 € non déclarés. Sandrine laisse échapper un gémissement. Romain chancelle. Maître Durand devient très pâle. Vous n'étiez pas au courant, je murmure à l'avocat. Il ne répond pas, mais sa tête se tourne vers Romain avec une expression qui en dit long. Le juge ajourne. Il fixe la prochaine audience dans 6 semaines. Pour complément d'enquête sur les avoirs dissimulés. Les réquisitions tombent. La procureure demande 5 ans ferme pour Romain, 4 pour Sandrine, 2 avec sursis pour Juliette.
En sortant du tribunal, Romain et Sandrine m'évitent. Juliette s'approche, tremblante. « Papa, ne m'appelle pas papa, plus maintenant. » Elle s'effondre en sanglots. Mais je passe à côté d'elle sans m'arrêter. 3 jours plus tard, en rentrant chez moi, je trouve Romain et Sandrine en train de faire des cartons. « Vous partez avant le délai ?» je demande surpris. Sandrine relève la tête. Son regard est empli de haine. « On n'a pas le choix. La copropriété a tenu une assemblée générale hier soir. » « Ah !» Romain ricane amèrement. « Les voisins. Docteur Mercier du 3e, Maître Fontaine du 5e, notaire comme Ton Dubois. Madame Duval du 2e, médecin aussi. Ils ont tous voté une recommandation de départ pour personne nuisant à la réputation de l'immeuble. » Je masque ma surprise. Je ne savais pas. « Mais c'est délicieux. Juridiquement, ça ne vaut rien, » continue Romain. « Mais le syndic nous a fait comprendre que la vie allait devenir difficile. Problème de chauffage mystérieux. Ascenseur souvent en panne. Convocations incessantes. Tu vois le genre ? » Je vois. Sandrine ferme un carton avec rage. « On a trouvé un appartement dans le 19e, 50 mètres carrés, 1800 € par mois. Le 19e arrondissement. Belle ville, loin du 7e élégant. Une chute sociale vertigineuse. Quand partez-vous ? » « Demain. » Le lendemain soir, l'appartement est vide. Leurs affaires sont parties. Il reste juste des marques sur le parquet, là où étaient leurs meubles. Je m'assieds dans le salon. Le silence est assourdissant, mais c'est un bon silence, le silence de quelque chose qui se termine. Mon téléphone sonne. Maître Dubois. « Monsieur Dufour, je viens de recevoir confirmation. Tous les actes sont enregistrés. La SCI est opérationnelle, le testament authentique est déposé, la donation à la fondation est actée. » « Parfait. Voulez-vous que je convoque vos enfants pour leur expliquer ? » ?»« Oui, la semaine prochaine, dans votre étude. » « Très bien, je leur envoie une convocation officielle. » 5 jours plus tard, Romain me téléphone, sa voix tremble. « Papa, j'ai reçu une lettre du notaire. Il veut nous voir. Toi, Sandrine, Juliette et moi. » « C'est exact. Pourquoi ? Tu le sauras à l'étude. » Le rendez-vous est fixé pour le mardi suivant, 15 h. L'étude de Maître Dubois, rue Saint-Dominique. Je suis déjà là quand ils arrivent. Romain, Sandrine, Juliette. 3 visages, tendus, inquiets. Maître Dubois les invite à s'asseoir. Ouvre un dossier imposant. « Mademoiselle, madame, monsieur, votre père m'a demandé de vous expliquer certaines dispositions qu'il a prises concernant sa succession. » Romain se redresse. « Sa succession, il n'est même pas. Laissez-moi finir. » Coupe le notaire d'une voix qui ne souffre aucune réplique. Il étale des documents. Premièrement, Monsieur Dufour a constitué une SCI, Société Civile Immobilière, dont il est le gérant unique et associé majoritaire. L'appartement de la rue de Varennes y a été apporté. Sandrine fronce les sourcils. Et alors ? Alors, dans le cadre de ces dispositions testamentaires, les parts de cette SCI seront réparties dans le respect de la réserve héréditaire. Cependant, M. Dufour conserve l'usufruit, à vie. Le visage de Romain passe par plusieurs nuances de blanc. L'usufruit ? Ça veut dire que même si vous héritez des parts, vous ne pouvez ni vendre, ni louer, ni occuper le bien sans l'accord du gérant usufruitier, c'est-à-dire votre père, tant qu'il vit. Juliette bégaye. Mais après, Maître Dubois tourne une page. Deuxièmement, concernant la quotité disponible, soit environ 420 000 €, M. Dufour en a fait donation à la Fondation française pour la recherche neurologique. Le silence qui suit est absolu. Puis Romain explose. « Quoi ? Tu donnes 400 000 € à une fondation ? » Je parle pour la première fois. Ma voix est calme, presque douce. Une fondation qui fait de vraies recherches sur de vraies maladies, pas sur des maladies inventées pour escroquer un père. Sandrine se lève d'un bond. « C'est pas possible, on va contester, « Asseyez-vous, madame, » ordonne le notaire. « Tout est parfaitement légal. La réserve héréditaire est respectée. Votre mari et sa sœur hériteront de leur part légale. Mais M. Dufour dispose librement de la quotité disponible. » Romain me regarde. Ses yeux brillent de larmes de rage. «
Le vieux a gagné ce round, mais on va attaquer le testament, on aura la succession, Vous aurez votre réserve héréditaire, je l'interromps. 75% de rien, ça fait combien? Il met un moment à comprendre, puis son visage se décompose. Rien? Mais l'appartement vaut plus d'1 million. Vaut, présent. Mais d'ici ma mort, qui sait? Je pourrais vendre, investir différemment, dépenser. La loi me protège, Romain. Comme elle vous protège. Vous aurez 3/4 de ce qui restera. Si quelque chose reste. Sandrine devient cramoisie. Espèce de... Attention, je dis doucement. Nous sommes chez un notaire. Gardez votre dignité, si vous en avez encore. Ils sortent de l'étude en claquant la porte. Maître Dubois me regarde par-dessus ses lunettes. Vous êtes satisfait? Oui, très. Et c'est vrai. Pour la première fois depuis 8 ans, je me sens en paix. Début janvier 2026. Le froid parisien est mordant. Je marche sur la rue de Varennes. Mon quartier est redevenu calme. Plus de Romain, plus de Sandrine, plus de mensonges quotidiens. La capitaine Laurent m'appelle quelques jours après le rendez-vous chez le notaire. Monsieur Dufour, j'ai des nouvelles. Juliette a signé un accord avec le procureur. Elle témoigne contre son frère en échange d'un sursis. Elle retourne contre Romain? Totalement. Elle nous a donné des détails que nous n'avions même pas. Conversation, SMS, email, tout. Où vit-elle maintenant? Chez la mère de Sandrine, dans le 11e arrondissement. Elle a coupé les ponts avec Romain. Elle dit qu'elle a peur de lui. Intéressant. L'alliance se fissure complètement. 3 jours plus tard, Maître Dubois me convoque d'urgence. Jean-Pierre, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. La loi française permet ce qu'on appelle l'indignité successorale. Quand un héritier commet un crime grave contre le défunt, il peut être privé de son droit à hériter. Complètement? Oui. Pour Juliette, c'est quasi certain. Elle a participé activement à la fraude pendant 8 ans. Crime contre l'ascendant. Pour Romain, c'est plus complexe. Il était l'organisateur, mais techniquement, c'est Juliette qui simulait. Mais il a falsifié ma signature. Détourné des fonds. Exactement. On a des chances. Pas garanties, mais solides. Voulez-vous que je lance la procédure? Je réfléchis. Juliette, ma petite fille, celle qui jouait au piano quand elle avait 10 ans, qui voulait devenir vétérinaire, celle qui m'a menti en face pendant 2900 jours. Faites-le, pour les deux. Le dossier est déposé 5 jours plus tard. Demande d'indignité successorale pour Juliette Dufour et Romain Dufour. Fondement, crime contre l'ascendant, détournement de fonds, faux et usage de faux. Pendant ce temps, l'expert comptable mandaté par le tribunal termine son audit. Il m'appelle un mardi matin. Monsieur Dufour, j'ai terminé l'analyse. Les montants sont plus importants que prévu. Plus importants? Oui. J'ai trouvé des factures supplémentaires. Équipement médical jamais livré, consultation avec des spécialistes inexistants, frais d'ambulance fictifs. Le total est de 470 000 €, sans compter les 45 000 de la procuration frauduleuse. 515 000 €, plus d'un demi-million. Il y a autre chose, continue l'expert. Votre fils a contracté un prêt de 30 000 € auprès du Crédit Agricole, en votre nom, avec votre signature, sauf que ce n'est pas ma signature. Non, j'ai comparé avec les documents officiels. C'est une contrefaçon. Bonne, mais une contrefaçon. Je contacte immédiatement la banque. Ils demandent une expertise graphologique. Le résultat tombe 1 semaine plus tard. Signature falsifiée à 98% de certitude. La banque porte plainte contre Romain. Un nouveau chef d'accusation s'ajoute au dossier déjà lourd. Je les imagine, Romain et Sandrine, dans leur petit appartement du 19e. 50 mètres carrés après 150. Belleville après le 7e arrondissement. La chute est vertigineuse. Un soir, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. J'hésite, puis décroche. Papa? La voix de Romain, tremblante, presque suppliante. Ne m'appelle pas comme ça. S'il te plaît, il faut qu'on parle, en face, sans avocat. Je n'ai rien à te dire. Papa, je regrette. Vraiment. On peut trouver un arrangement. Tu retires les plaintes civiles, on te rembourse petit à petit. Avec quel argent? Tu n'as plus de travail. Tes comptes sont gelés.
Tu vis dans 50 mètres carrés à Belleville. Silence au bout du fil. On peut emprunter, vendre des choses. Vendre quoi? Ta Rolex est une contrefaçon, ta Mercedes était en leasing, tes costumes Dior achetés avec mon argent. Jean-Pierre. Il m'appelle par mon prénom maintenant. Plus de papa, intéressant. Écoute-moi bien, Romain. Tu vas être jugé, tu vas être condamné et tu vas payer, légalement, financièrement, socialement. Ce n'est pas une vengeance, c'est la justice. La succession, le notaire a dit. La réserve héréditaire, oui. Vous aurez 3/4 de ce qui restera, si quelque chose reste, si vous n'êtes pas déclaré indigne. Indigne? Sa voix monte d'une octave. Indignité successorale. Crime contre l'ascendant. Regarde sur Internet, c'est instructif. Je raccroche, mon cœur bat vite, mais je me sens fort, résolu. 2 jours plus tard, je reçois une lettre recommandée, un autre avocat. Maître Rousseau, cabinet prestigieux du 8e arrondissement. Au nom de Romain et Sandrine Dufour, mise en demeure. Ils contestent les actes notariés. Ils invoquent l'abus de droit, la captation d'héritage, le vice de consentement. Je lis la lettre 3 fois, puis j'appelle Maître Dubois. J'ai reçu leur contre-attaque. Je sais, Maître Rousseau m'a contacté, il est bon. Mais Jean-Pierre, votre dossier est blindé. J'avais anticipé exactement cette réaction. Comment? Le jour où vous avez signé les actes, je vous ai fait passer un examen médical. Certificat de pleine capacité mentale, signé par un médecin agréé, daté du même jour que les actes notariés. Je me souviens, il m'avait envoyé chez un confrère. Simple précaution, avait-il dit. J'ai aussi des témoins, continue le notaire. Moi-même, mon clerc, le médecin. Tous prêts à attester que vous étiez lucide, déterminé et parfaitement conscient de vos actes. Ils vont perdre? Ils vont perdre, mais ça va prendre du temps, des mois, peut-être un an. J'ai le temps. La semaine suivante, l'assignation arrive. Tribunal judiciaire de Paris, audience fixée dans 6 semaines. Demande d'annulation des actes notariés pour vice de consentement et abus de faiblesse. Romain et Sandrine jouent leur dernière carte. Et c'est une mauvaise carte. Mi-janvier. Le froid s'intensifie. Paris sous la neige. Une ville magnifique et impitoyable. La deuxième audience pénale a lieu un jeudi matin. Même tribunal, même salle. Mais l'atmosphère a changé. Plus lourde, plus tendue. Le procureur, Madame Delorme, se lève. Son regard balaie la salle. Monsieur le Président, depuis la première audience, l'enquête a révélé de nouveaux éléments. Faux en écriture bancaire, 30 000 € de prêts frauduleux. Dissimulation d'avoir, 280 000 € sur des comptes offshore. Total du préjudice réévalué, 515 000 €. Elle fait une pause. Compte tenu de la gravité des faits, du caractère prémédité, de l'absence de remords, je requiers 7 ans de prison ferme pour monsieur Romain Dufour. 7 ans. Le chiffre résonne dans la salle. Sandrine pousse un gémissement. Romain devient livide. Maître Durand, leur avocat, tente une dernière manœuvre. Monsieur le Président, mon client est prêt à négocier. Reconnaissance des faits en échange d'un aménagement de peine. Maître, l'interrompt le juge, votre client a menti pendant 8 ans à son père malade. Il a falsifié des documents officiels. Il a dissimulé des centaines de milliers d'euros. Sur quelle base devrais-je être clément? Son père n'était pas malade, Monsieur le Président. C'était sa sœur qui simulait sur ces instructions. Ne jouez pas sur les mots, maître. Le juge me regarde. Monsieur Dufour, souhaitez-vous vous exprimer? Je me lève. J'ai préparé ce moment pendant des semaines. Mes mains ne tremblent pas. Monsieur le Président, mon fils m'a volé non seulement mon argent, mais 8 années de ma vie. Il a transformé ma compassion en arme contre moi. Chaque matin, je me levais à 6h30 pour m'occuper d'une fille que je croyais mourante. Pendant ce temps, lui dépensais mes économies en restaurants étoilés et voyages de luxe. Ma voix reste calme, posée, mais chaque mot porte. J'ai vendu mon cabinet médical. 38 années de travail, 487 000 €, disparus pour financer un mensonge. Je me tourne vers Romain. Il ne peut pas soutenir mon regard. Je ne demande pas vengeance, je demande justice.
Que la loi française fasse son travail. Le silence qui suit est total. Le juge hoche la tête. Merci, monsieur Dufour, l'audience est ajournée. Le jugement sera rendu dans 15 jours. En sortant, Sandrine m'attrape le bras dans le couloir. Vous êtes content? Vous allez détruire votre propre famille. Je retire mon bras doucement mais fermement. Je ne détruis rien. Je protège ce que j'ai construit. Les enfants vous maudiront, vos petits-enfants ne vous parleront plus. Je n'ai pas de petits-enfants, Sandrine, et je commence à me demander si j'ai vraiment eu des enfants. Elle recule comme si je l'avais giflée. Romain s'approche. Son visage est déformé par la rage. Tu crois que c'est fini? On va se battre. L'assignation pour les actes notariés, c'est juste le début. On va te faire examiner par un psychiatre. Prouver que tu n'étais pas en état. Bonne chance, je réponds calmement. J'ai un certificat médical daté du jour de la signature. Pleine capacité mentale. Plus 3 témoins professionnels. Il ouvre la bouche, la referme. Ses poings se serrent. Tu as pensé à tout. Non, j'ai juste été prudent. Anticipation, Romain. C'est ce qu'on apprend en médecine. Anticiper les complications. 3 jours plus tard, Maître Bernard m'appelle. Jean-Pierre, bonne nouvelle sur le dossier d'indignité successorale. Pour Juliette, c'est presque gagné. Elle a avoué sa participation active. Crime contre l'ascendant caractérisé. Et pour Romain, 50-50. Il n'était pas directement l'auteur de la simulation médicale, mais organisateur, détournement de fonds, faux. Le juge pourrait trancher dans un sens ou dans l'autre. Ça me va. Il y a autre chose. Romain a commis une erreur. Laquelle? Il a envoyé des SMS à Juliette. Des menaces. Si elle continue de témoigner contre lui, il fera tout pour la détruire. Juliette les a transmis à la police. Je souris malgré moi. Menace par écrit, devant témoin. Exactement. Nouveau chef d'accusation possible. Votre fils creuse sa propre tombe. Une semaine s'écoule. L'audience sur l'annulation des actes notariés a lieu un mardi après-midi. Maître Rousseau, l'avocat de Romain, est impressionnant. Costume 3 pièces, diction parfaite, arguments ciselés. Monsieur le Président, mon client estime que son père a agi sous l'influence d'un ressentiment excessif. Les actes ont été signés dans un contexte émotionnel perturbé. Maître Dubois l'interrompt poliment. Monsieur le Président, puis-je? Le juge acquiesce. Voici un certificat médical établi le jour même de la signature des actes. Monsieur Dufour a été examiné par le docteur Marchand, médecin agréé. Conclusion. Pleine capacité mentale, aucun trouble cognitif, décision prise en toute lucidité. Il pose le document sur le bureau du juge. Voici également les attestations de mon clerc et de moi-même. Monsieur Dufour nous a expliqué calmement et méthodiquement ses intentions. Il a relu chaque document, posé des questions pertinentes, pris son temps. Maître Rousseau tente de riposter. Le contexte émotionnel. Le contexte, coupe le juge, c'est que monsieur Dufour venait de découvrir une fraude de 8 ans. Sa réaction n'est pas excessive. Elle est légitime et légale. La réserve héréditaire est respectée. Les actes sont conformes au droit français. Demande rejetée. Le marteau tombe. Romain et Sandrine sont effondrés. En sortant du tribunal, je croise le regard de Romain. Il y a quelque chose de brisé dans ses yeux. Plus d'arrogance, plus de certitude, juste de la peur. « Papa » murmure-t-il. « Le jugement pénal dans 1 semaine », je réponds. « Prépare-toi. » Ce soir-là, dans mon appartement redevenu silencieux, je sors ma collection de livres médicaux. Un traité de neurologie de 1784. Page jaunie, relayure en cuir craquelé. Je l'ouvre délicatement, l'odeur du vieux papier me calme. C'est pour ça que j'avais commencé cette collection. La passion, la curiosité, l'amour de la connaissance. 8 ans perdus, mais je peux encore avoir des années devant moi. Des années pour moi, pour ce qui compte vraiment. Mon téléphone vibre. Message de Maître Bernard. Jugement pénal fixé au 30 janvier. Tout est prêt, on va gagner. Je souris. Le 30 janvier. Dans 1 semaine, la fin approche. Et ce sera une fin juste. Fin janvier. 1 semaine avant le jugement final. Paris est glacial mais lumineux. Le ciel est d'un bleu cristallin.
Mon téléphone ne cesse de sonner. Des numéros que je ne connais pas. Je ne réponds plus. Mais je sais qui c'est. Romain qui essaie de me joindre via des intermédiaires. Le 3e jour, un ancien collègue m'appelle. Docteur Arnaud. Jean-Pierre, ton fils m'a contacté, il voulait que je te transmette un message. Je t'écoute. Il dit qu'il est désolé, qu'il veut arranger les choses, que vous pourriez trouver un accord familial. Je reste silencieux quelques secondes. Philippe, tu es mon ami depuis 20 ans, alors je vais être honnête, non. Il n'y aura pas d'accord familial. Il y aura un jugement et des conséquences. Il pleurait au téléphone, Jean-Pierre. Il a pleuré pendant 8 ans, quand il dépensait mon argent, quand il voyait sa sœur me mentir chaque jour. Silence au bout du fil. Tu as raison, désolé, je devais essayer. Je comprends. Mais dis-lui de garder ses larmes pour le juge. 2 jours plus tard, je découvre que Sandrine a déposé une demande de divorce. Motif, altération définitive du lien conjugal. En clair, elle ne veut plus être associée à Romain. Leur régime matrimonial était la communauté réduite aux acquêts, standard en France. Elle veut la moitié des biens acquis pendant le mariage. Le problème, il n'y a rien. Compte gelé. Voiture en leasing. Meubles achetés avec de l'argent détourné, donc saisissable. La Mercedes a été récupérée par la société de crédit bail. Les bijoux Cartier sont sous scellés. Je les croise au tribunal, 3 jours avant le jugement pénal. Audience pour la liquidation de leur communauté. Ils se disputent dans le couloir. « C'est ta faute !» siffle Sandrine. « Tes idées géniales ! Tu étais bien contente de profiter. Les Maldives, ça te gênait? Je ne savais pas que... Tu savais tout. Ne joue pas à l'innocente maintenant. » Je passe à côté d'eux sans un regard, comme s'ils étaient transparents. « Papa !» appelle Romain. Je continue à marcher. « Papa ! S'il te plaît !» Je m'arrête, me retourne. Le jugement est dans 3 jours. Si tu as quelque chose à dire, dis-le au juge. On peut pas discuter. En famille. En famille? Je souris, sans chaleur. Quelle famille, Romain? Celle qui m'a volé 515 000 €. Celle qui m'a menti 2900 jours. Sandrine intervient. On va vous rembourser sur plusieurs années. Avec quel argent? Toi, tu es au chômage. Lui est interdit de travailler dans la finance. Vous vivez à Belleville dans 50 mètres carrés. On trouvera, crie-t-elle. Le tribunal trouvera pour vous. Il saisira ce que vous gagnerez. Pour le reste de votre vie, s'il le faut. C'est ça, la justice. Je rentre chez moi. L'appartement est silencieux, vide, propre, à moi. La capitaine Laurent m'appelle ce soir-là. Monsieur Dufour, dernière nouvelle avant le jugement. Juliette maintient son témoignage. Romain a tenté de la contacter. Nouveau SMS de menace. Elle nous a tout transmis. Il ne renonce jamais. Les gens comme lui ne renoncent pas. Ils s'enfoncent. Le procureur a ajouté ces SMS au dossier. Intimidation de témoins. Ça change quoi pour la peine? Ça n'aide pas sa cause. Le lendemain, je reçois un appel surprise. Un psychologue, recommandé par la capitaine Laurent. Monsieur Dufour, docteur Moreau. La capitaine Laurent pense que, compte tenu de ce que vous avez vécu, une consultation pourrait être bénéfique. Je prends rendez-vous, par curiosité plus que par besoin. Son cabinet est dans le 6e, lumineux, sobre. Elle a la 50aine, cheveux courts, regard bienveillant mais professionnel. Racontez-moi. Je raconte tout. 8 ans, la découverte, la rage, le plan. Elle m'écoute sans m'interrompre. Puis elle dit « Vous avez agi de manière très contrôlée, très méthodique. » C'est mon caractère. La vengeance ne vous apportera pas la paix, monsieur Dufour. Je ne cherche pas la vengeance, docteur, je cherche la justice. Quelle différence? La vengeance serait illégale, violente, émotionnelle. La justice est ce que la République française offre à ses citoyens, des tribunaux, des lois, des procédures. Elle sourit légèrement. Vous avez raison, mais après, quand ce sera fini? Après, je réfléchis. Après, je vivrai, vraiment, pour la première fois depuis 8 ans. En sortant de chez elle, je marche le long de la Seine. Le froid de janvier me fouette le visage. Mais je me sens léger, résolu. Mon téléphone vibre. Maître Bernard. Jean-Pierre, tout est prêt pour demain. J'ai préparé votre déclaration finale. Vous la voulez maintenant
ou vous préférez la lire demain? Maintenant. Il me l'envoie par email. Je la lis sur un banc face au fleuve. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne demande pas de pitié pour mes enfants. Ils n'en ont pas eu pour moi. Je demande simplement que la loi française s'applique, dans toute sa rigueur, pour que justice soit rendue, pour moi, pour tous les parents qui font confiance à leurs enfants. Simple, direct, vrai. Je rentre chez moi. Dors profondément pour la première fois depuis des semaines. Demain, c'est la fin. Le 30 janvier 2026, le jour du jugement final. Je me réveille à 6 heures. Vieille habitude, mais ce matin, pas de soins à donner, pas de mensonges à avaler, juste un café. Et l'attente, le tribunal à 9 heures, la salle est bondée. Journalistes, confrères médecins venus me soutenir, curieux. Romain, Sandrine et Juliette au banc des prévenus. Romain a vieilli de 10 ans en 4 mois. Sandrine est décomposée. Juliette pleure déjà. Le juge entre, tout le monde se lève. L'audience est ouverte, affaire Dufour, escroquerie, faux et usage de faux, détournement de fonds. Madame Delorme, la procureure, se lève. Son regard balaie la salle, puis se fixe sur les prévenus. Monsieur le Président, cette affaire illustre la pire des trahisons, celle du sang. Monsieur Romain Dufour a orchestré pendant 8 années une fraude d'une ampleur exceptionnelle. 515 000 € détournés. Un père manipulé dans sa compassion, une sœur transformée en complice. Elle marque une pause. Je requiers 6 ans de prison ferme pour monsieur Romain Dufour, interdiction d'exercer dans le secteur financier pendant 10 ans et 500 000 € d'amende. Pour madame Sandrine Dufour, 4 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende. Pour mademoiselle Juliette Dufour, compte tenu de sa coopération, 2 ans avec sursis et 100 000 € d'amende. Le juge me donne la parole pour ma déclaration finale. Je me lève. Ma voix est calme. Monsieur le Président, pendant 8 ans, j'ai cru sauver ma fille. Chaque matin, chaque soir. Pendant 2900 jours, j'ai été un père aimant pour quelqu'un qui me mentait. Mon fils m'a volé non seulement mon argent, mais ma vie. Il a transformé ma compassion en arme contre moi. Je regarde Romain. Il ne peut pas soutenir mon regard. Je ne demande pas vengeance, je demande justice. Que chacun paie pour ses actes, comme la loi française le prévoit. Je me rassieds. Le silence est absolu. Le juge se retire pour délibérer. 1 heure d'attente, la plus longue de ma vie. Quand il revient, son visage est de marbre. Levez-vous. Romain, Sandrine et Juliette se lèvent, tremblants. Monsieur Romain Dufour, ce tribunal vous reconnaît coupable de tous les chefs d'accusation. Vous êtes condamné à 6 ans de prison ferme, 500 000 € d'amende et interdiction d'exercer toute activité financière pendant 10 ans. Mandat de dépôt immédiat. Sandrine pousse un cri. Romain devient blanc comme un linge. Madame Sandrine Dufour, 4 ans de prison ferme, 300 000 € d'amende. Mandat de dépôt. Mademoiselle Juliette Dufour, compte tenu de votre coopération, 2 ans avec sursis, 100 000 € d'amende. Le juge continue. Concernant l'action civile de monsieur Jean-Pierre Dufour, ce tribunal condamne solidairement les prévenus à lui verser 525 000 € de dommages et intérêts. Il tourne une page. Concernant la demande d'indignité successorale, ce tribunal prononce l'indignité successorale totale pour mademoiselle Juliette Dufour. Pour monsieur Romain Dufour, indignité partielle. Sa part de réserve héréditaire est réduite au minimum légal. Le marteau tombe. 3 coups secs. Définitif. 2 gendarmes s'approchent de Romain et Sandrine. Les menottes cliquent. Le son résonne dans le silence. Romain me regarde une dernière fois. Papa, je ne dis rien. Il n'y a rien à dire. Ils sont emmenés. Juliette s'effondre sur sa chaise, sanglotée. Sa mère à elle est là. Prends soin d'elle. Je sors. Dehors, sur les marches du tribunal, 3 de mes anciens collègues m'attendent. Docteur Arnaud, docteur Mercier, professeur Renard. Jean-Pierre, dit Arnaud, en me serrant la main. Justice est rendue. Oui. Nous restons là quelques minutes. Puis je rentre chez moi. L'appartement rue de Varennes. 150 mètres carrés. Vide. Calme.
À moi. Je vais dans mon bureau, ma collection de livres médicaux. Je prends le traité de 1784 sur la neurologie. Page jaunie, reliure craquelée. L'odeur du vieux papier. J'ouvre à une page, au hasard. Un chapitre sur les affections nerveuses. Les médecins du XVIIIe siècle croyaient à l'équilibre des humeurs. Ils se trompaient sur beaucoup de choses. Mais sur une chose, ils avaient raison. Tout est question d'équilibre. Mon téléphone sonne. Maître Dubois. Monsieur Dufour, félicitations. L'affaire est close. Et j'ai une bonne nouvelle. Les comptes en Suisse et au Luxembourg ont été saisis. 280 000 €. Ils vous seront restitués dans les prochaines semaines. Merci, maître. Que comptez-vous faire maintenant? Je regarde par la fenêtre. Paris en hiver. Les toits gris, le ciel clair. Vivre. Simplement vivre. Le soir, je me prépare un vrai dîner. Pas un plateau télé. Un vrai repas. Coquille Saint-Jacques, riz basmati, un verre de Château Margaux. Celui que Romain avait bu sans permission. J'en ai racheté. Le vin est excellent. Je le savoure lentement, chaque gorgée. Quelques jours plus tard, je reçois une lettre de la Fondation française pour la recherche neurologique. Il me remercie pour ma donation. 420 000 €. La quotité disponible. Elle servira à financer des vraies recherches. Pour de vraies maladies. Je suis invité à un vernissage. Une vente aux enchères de livres médicaux anciens. J'y vais. J'achète un traité d'anatomie de 1756. 15 000 €. Mon argent. Dépensé comme je le veux. La vie reprend. Lentement. Doucement. Un matin de fin janvier, je reçois un appel d'une clinique gratuite dans le 13e arrondissement. Ils cherchent un neurologue bénévole pour des consultations hebdomadaires. J'accepte. 2 fois par semaine, j'y vais. Je vois des patients qui n'ont pas les moyens. Je pose des diagnostics. Je prescris des traitements. Je redeviens médecin, pas pour l'argent, pour le sens, pour la passion que j'avais oubliée. Aujourd'hui, nous sommes fin janvier 2026. Je suis assis dans mon salon. Un feu crépite dans la cheminée. Un verre de vin à la main. Ma collection de livres autour de moi. Mon téléphone vibre parfois. Des messages de Romain. De prison. Je les lis, je ne réponds pas. Le silence est une réponse suffisante. Juliette m'a écrit une lettre. Longue, pleine d'excuses. Je l'ai lue, une fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, dans des années, je pourrai pardonner. Peut-être, mais pas maintenant. En France, on a un dicton. Qui sème le vent récolte la tempête. Ils ont semé pendant 8 ans. J'ai été la tempête. Maintenant c'est le calme. Je regarde ma collection de livres. Chacun représente une passion, une découverte. Un moment de ma vie d'avant. La vie que j'avais avant le mensonge. Je souris, pas de joie, pas de méchanceté. Juste satisfaction. 8 ans pour apprendre une leçon simple. La famille n'est pas toujours dans le sang, mais dans la loyauté. Le feu crépite. Le vin est bon, la vie continue, et elle est belle. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.